Depuis plusieurs mois, les services américains et britanniques n'avaient absolument aucun doute sur l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Mais les services français et allemands n'ont pas vraiment voulu les écouter. Il y avait plusieurs signes potents qui ne trompaient pas. D'abord des cyberattaques, coordonnées, ciblées. Ensuite la constitution de réserves très importantes de dollars en prévision potentiellement des sanctions occidentales. Et comment les Russes se sont fait ces réserves? En vendant à terme des matières premières, du gaz, du pétrole ou en vendant des bons du Trésor. À qui ils ont vendu leurs matières premières? À leurs alliés chinois notamment, qui étaient les seuls qui avaient envie d'acheter aussi en roubles ensuite leurs matières premières à des prix défiant toute concurrence. Mais aussi à leurs ennemis américains. Et lorsque le prix du gaz va exploser, les Chinois et les Américains vont vendre aux Européens qui étaient désespérés ce gaz 10, 20 fois son prix. Seulement Vladimir Poutine pensait remporter une victoire éclair en s'emparant de Kiev et en décapitant, je le cite, les dirigeants ukrainiens en 3 jours. Il s'attendait à ce que les pays occidentaux tremblent de peur face à l'ultimatum qu'il allait leur lancer après sa victoire éclair pour qu'ils acceptent l'occupation russe et une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Pologne et des États baltes qui sont membres de l'OTAN. L'annonce de l'activation de la force de dissuasion nucléaire russe devait entraîner, selon Poutine et selon son commandement, l'effondrement de l'OTAN à la suite du retrait de plusieurs pays de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Pourquoi? Parce qu'une crise au sein de l'OTAN allait créer une crise au sein de l'Union européenne, qu'aurait abouti, selon Poutine, rien de moins qu'à l'effondrement fondamental de l'Occident. Voilà comment il pensait avant d'envahir l'Ukraine. Il voulait montrer que l'ère de la domination occidentale mondiale était complètement révolue. Seulement, ça n'a pas du tout fonctionné comme prévu, et même si sa menace nucléaire brandie comme prévu au 4e jour de l'invasion de l'Ukraine, mais pas après sa victoire, a eu un effet très fort, un effet de dissuasion sur les puissances et sur les opinions publiques occidentales de se porter militairement au secours de Zelensky et des Ukrainiens. Eh bien, on a vu une population ukrainienne qui résistait si bien. Pourquoi? Bien parce que leurs alliés britanniques et américains ont pénétré en profondeur les systèmes d'information des services russes. La CIA, on le sait maintenant, dispose de sources humaines dans l'entourage de Vladimir Poutine, l'entourage le plus proche. Dès octobre 2021, les Américains ont complètement changé leur stratégie en déclassifiant et en publiant les renseignements qui faisaient état des préparatifs des troupes russes. C'était une stratégie, c'était une première à l'époque, qui a permis justement aux Russes d'être pris à la gorge et de ne plus pouvoir avoir le lead dans cette guerre des opinions publiques. Des sociétés privées comme Booz Allen Hamilton, Cassia International ou SAIC ont aidé le gouvernement ukrainien à lutter contre le cyber russe, mais aussi désormais les GAFAM sont intervenus directement et ils l'ont assumé. Des sociétés cotées, ils ont assumé d'intervenir dans un conflit de haute intensité pour la toute première fois de leur histoire. Ça n'a pas fini de bouleverser les équilibres géopolitiques parce que toutes ces plateformes sont encore aujourd'hui américaines. Seulement, la plus grande réussite des Ukrainiens, ça a été de mettre en avant, de mettre en œuvre leur propre narratif, leur propre récit stratégique. Qui pensait au début de la guerre d'Ukraine que Zelensky, un acteur qui avait fait campagne avec le succès époustouflant, unique en Ukraine, de sa série Serviteur du peuple, où, vous savez, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il joue un professeur d'histoire devenu président de l'Ukraine après un buzz lancé par ses élèves, et il va devoir lutter en tant que président contre le FMI, mais surtout contre les politiques pro-russes, contre les faux-nez de Vladimir Poutine en Ukraine. En 2019, ce clown, comme certains l'appellent, a écrasé le candidat pro-russe Poroshenko avec 2 fois plus de voix au premier tour et 73% des suffrages au second tour. Mais à l'époque, personne n'imaginait qu'il puisse incarner un jour ce président courageux à la tête d'une nation unie contre son adversaire et déterminé à ne jamais céder. Pour y parvenir, Zelensky et les gouvernements qui l'ont précédé avaient interdit l'accès depuis leur territoire aux grandes plateformes russes au nom du risque pour la sécurité nationale.
Et Zelensky va même imposer une image beaucoup plus horizontale que celle de Vladimir Poutine, le mâle alpha, vous savez, qui va chasser l'ours dans les mers de l'Oural. Lui, Zelensky, s'affiche en t-shirt militaire pour obtenir, il y parvient facilement, le soutien des opinions publiques occidentales qui se sentent proches, qui se sentent en proximité, qui sentent une empathie avec Zelensky. Et c'est comme ça qu'il va obtenir un soutien logistique sans précédent, à défaut d'avoir un soutien militaire, mais quand même des membres de l'OTAN. L'Ukraine a aussi utilisé les mêmes, vous savez, pour tourner en dérision les déboires des troupes russes qui échouaient à s'emparer de Kiev. Ça a été des images de tracteurs qui tirent des véhicules de guerre abandonnés par les soldats russes, ou même, plus drôle encore, une déclaration officielle de l'agence ukrainienne anticorruption qui déclarait sur Twitter, une semaine après l'invasion russe, qu'il n'était pas nécessaire de déclarer au fisc l'ensemble des tanks et des autres équipements militaires qu'ils avaient pris à l'ennemi russe. Finalement, après l'appel de Macron à ne pas humilier la Russie, la propagande ukrainienne a diffusé une nouvelle expression, un nouveau verbe sur des fils Telegram. Le verbe macronete, ça veut dire en anglais to macronize, macroniser si vous voulez en français, et ça désigne en Ukraine le fait de se montrer inquiet d'une situation, mais de ne faire absolument rien pour y remédier. Les soldats ukrainiens l'utilisent toujours entre eux dans les tranchées, dans le combat, dès que l'un parle pour ne rien dire, et des citoyens ukrainiens utilisent tous les jours, sont des milliers, des dizaines de milliers, et les réseaux sociaux pour tourner en dérision chaque nouvelle propagande, chaque nouvelle désinformation russe. Zelensky a aussi fait la une de Vogue avec sa femme et il a accordé une interview à l'intérieur du métro de Kiev à David Letterman dans son show, vous savez, qui présente sur Netflix. Et ça a fort bien marché. L'OTAN, que Macron disait quelques mois plus tôt en état de mort cérébrale, a retrouvé tout son sens, toute sa vigueur, et les Anonymous, encore eux, ont déclaré une cyberguerre au gouvernement russe. Et ils ont prêté main forte aux États, aux armées, aux militaires, en attaquant directement les sites de RT et du ministère russe de la Défense, pour que les hackers russes doivent se concentrer sur leur défense plutôt que sur la traque de l'Ukraine et de ses alliés. Les cybercriminels russes ont d'ailleurs mené des campagnes d'espionnage stratégique contre des pays membres de l'OTAN, on l'a appris en 2022, notamment pour briser justement cette dynamique du soutien international à l'Ukraine et aussi pour maintenir le soutien interne des Russes à cette guerre, parce qu'ils s'attendaient à une guerre de quelques jours et ça a un impact très concret. Les sanctions économiques ont un impact sur leur niveau de vie. D'ailleurs, on n'a toujours pas le droit en Russie de parler de guerre. On est obligé de l'appeler l'opération militaire spéciale, sous peine de risquer 15 ans de prison. La protection du réseau Internet et la perturbation de celui de l'ennemi sont devenus, dans ce conflit en Ukraine, absolument primordiales. C'est le premier conflit de haute intensité à l'époque, à l'ère du smartphone, des drones, des objets connectés. Vous avez peut-être vu qu'Elon Musk a offert des centaines de stations de réception Starlink, c'est son fournisseur d'accès à Internet qui s'appuie sur la constellation de tout petits satellites qu'il a mis en orbite basse grâce au lanceur de SpaceX. Et les Ukrainiens ont carrément lancé une unité d'élite de pilotes de drones qui a eu des résultats remarquables, impressionnants pendant la guerre, grâce notamment aux informations qui leur ont été données par les services de renseignement occidentaux. La guerre des ondes vise aussi les émissions, à la télé, à la radio. On l'a vu lorsque les Russes ont piraté une station de radio ukrainienne pour dire que le président Zelensky était hospitalisé dans un état critique. Et bien immédiatement, Zelensky a diffusé une petite vidéo depuis son bureau où il s'adresse directement à Vladimir Poutine pour lui dire « Sans manquer de respect à votre âge, j'ai 44 ans et pas 70 et je vais très bien. » Cette créativité ukrainienne marche du feu de Dieu. Il y a même un groupe de hackers qui s'appelle Hack Your Mom et qui a mené une opération de catfishing extrêmement efficace sur Tinder. Ils ont créé de faux profils avec de très belles jeunes femmes ukrainiennes pour capter l'attention des soldats russes et leur soutirer dans des conversations leur position et des informations sur les prochaines attaques des forces russes.
Les logiciels de reconnaissance faciale et de géolocalisation permettent aujourd'hui, dans cette guerre, de mener des attaques ciblées, tandis que toutes ces technologies ont tendu très rapidement à effacer la frontière entre le civil et le militaire. C'est comme cela qu'ils ont révolutionné le champ de bataille pour être aujourd'hui annonciateurs, ces technologies, des conflits du siècle à venir. Parce qu'il ne faut pas être dupe. Nous sommes à un moment de bascule. Cette bascule va continuer, elle va s'accélérer. Et la guerre de l'information est déjà plus importante que les combats physiques au front. Mais ça va être de pire en pire. Et la loi d'ailleurs n'y peut pas grand-chose. Lorsque le Conseil européen a décidé d'interdire la diffusion des contenus de RT et de Sputnik dans tous les pays de l'Union européenne, en mars 2022, juste après l'invasion de l'Ukraine, chacun savait bien qu'il suffit d'un VPN ou de se connecter à un site miroir pour continuer à y avoir accès. D'ailleurs, des médias pro-russes se sont même lancés depuis en France, sur le territoire français. L'un est dirigé par un ancien journaliste de Paris Match. Il a le soutien financier de gens proches du Kremlin. Il a même reçu le soutien oral d'un ancien directeur central du renseignement intérieur français, très proche d'un ancien président de la République française, qui a dit à l'événement de lancement que les Américains font la guerre à la Russie à travers l'Europe. C'est le narratif des Russes et des Soviétiques depuis des décennies. Tandis que un rappeur à succès a diffusé des vidéos très sobrement intitulées « Poutine le sauveur ». On a vu aussi des fils Telegram suivis par des centaines de milliers de personnes passer du jour au lendemain de l'antivax au climato-scepticisme, tout simplement pour continuer de diviser encore plus profondément nos démocraties européennes. Mais le conflit ouvert entre Prigojine et Poutine pourrait redistribuer complètement les cartes. Parce que le patron de Wagner a investi entre 2006 et 2018 35 millions de dollars dans ces fermes de trolls qui sont réunies dans le quartier de l'Akta, à Saint-Pétersbourg. Et il recrute des blogueurs, il produit même des dessins animés de propagande et il militarise le monde du jeu vidéo. En février 2023, le deuxième meilleur joueur mondial d'un jeu de simulation de guerre qui s'appelle Hearts of Iron 4 s'est filmé sur Twitch depuis le QG de Wagner à Saint-Pétersbourg en uniforme russe pour une partie où il anéantissait littéralement des nazis ukrainiens en même temps qu'il collectait des dons sur Twitch pour les soldats russes déployés en Ukraine. Et le groupe patriote de Prigojine possède lui-même 11 médias, une agence de presse et 130 médias partenaires. Il assume complètement désormais de s'immiscer dans les campagnes politiques à l'étranger, il assume même de s'initier dans les campagnes américaines et dès maintenant de préparer la prochaine, puisque Donald Trump risque d'être empêché par la justice, mais reste le favori dans les sondages, à la fois pour l'emporter au Parti républicain et pour l'emporter face probablement à Joe Biden. Wagner est aussi implanté en Afrique, en Amérique latine et en Asie, où il alimente tous les jours le ressentiment anti-occidental. On a dit tout à l'heure que Tucker Carlson, le présentateur vedette de Fox News, était repris par les chaînes d'État russes. Mais vous ne savez probablement pas que Elon Musk, avant de racheter Twitter, il disait publiquement qu'il trouvait les informations de RT, je cite, assez divertissantes. En octobre 2022, l'un des hommes les plus riches du monde a même proposé sur son réseau social un plan de paix pour l'Ukraine en suggérant l'organisation de nouvelles élections dans les régions occupées par la Russie. C'est exactement ce que proposait le Kremlin et évidemment, RT a immédiatement relayé son tweet. Musk a d'ailleurs permis sur sa plateforme X, Twitter, le retour des bots russes et avec eux, le retour des usurpations d'identité avec une nouvelle méthode qui consiste à pouvoir se désabonner en masse pour nuire à la viralité des contenus qu'on ne souhaite pas voir circuler. C'est le cas par exemple pour des institutions, des ONG ou les comptes publics américains ou occidentaux. Il a même annoncé, Elon Musk, qu'on ne pourrait bientôt plus bloquer un utilisateur sur Twitter. La guerre d'Ukraine marque enfin l'entrée de l'intelligence artificielle dans la guerre de l'information à travers ce qu'on appelle les deepfakes. Il s'agit d'utiliser la voix ou l'image d'une personnalité pour la détourner. Les Russes ont ainsi diffusé de fausses photos de femmes, soldats, de femmes ukrainiennes au sein de l'armée, ou une vidéo délirante où on voit Zelensky ordonner à ses troupes de se rendre, et puis même des messages téléphoniques audio
qui ont été attribués directement à l'ancien ambassadeur américain à Moscou qui a dénoncé la manœuvre, Michael McFaul, tellement elle était crédible, tellement ses interlocuteurs y croyaient. On peut aujourd'hui, en adaptant des messages persuasifs, distrayants ou intimidants aux individus en fonction de leur personnalité, mais aussi de leurs antécédents, les toucher directement. Et les systèmes d'intelligence artificielle permettent déjà, ce n'est pas le futur, c'est le présent, une forme de propagande hautement personnalisée, hautement ciblée et donc très efficace, très engageante. C'est une course à l'armement dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à la propagande qui s'est déclenchée et personne ne sait où elle s'arrêtera. Le diplomate américain Matt Chesson prédit même que c'est ce qui va déterminer au-delà de l'armée, au-delà de la guerre, de l'information, le sort de l'Internet, de notre société et de notre démocratie. Parce que lorsque les machines vont créer de façon dynamique le contenu que nous consommons, elles nous programmeront à travers ce contenu, comme les médias, comme la distribution, comme on en a déjà parlé, programment nos comportements, nos votes, nos idées. Et la combinaison des technologies de collecte et de traitement de données massives avec l'intelligence artificielle aggrave déjà dramatiquement la confusion entre le vrai et le faux et celle entre la guerre et la paix. Et elle rend de plus en plus crédible chaque jour le scénario d'une infocalypse, c'est-à-dire d'une incapacité générale de discerner le vrai du faux dans une pollution massive par justement des systèmes automatisés sur les médias sociaux, dans les médias, de ce que nous voyons, de ce que nous lisons, de ce que nous entendons. C'est le thème de cette formation, c'est cette défense, cette self-défense informationnelle. Et l'intelligence artificielle générative a aussi permis à une société russe qui s'appelle Vulcan et qui est la contractante, la sous-traitante de 3 grands services de renseignement russes de développer un outil qui s'appelle le ScanV et qui permet de détecter en temps réel et dans le monde entier toutes les vulnérabilités logicielles susceptibles d'être exploitées dans le cadre de cyberattaques. Nous sommes donc tous des cibles. Mais imaginez, ce sont aussi les infrastructures vitales, les infrastructures ferroviaires, aériennes et maritimes qui sont de la même manière en permanence scrutées. Vulcan a même déjà développé un système de surveillance et de contrôle du web qui s'appelle Amesit et qui permet de détourner en un rien de temps le trafic internet d'un espace, d'un pays donné et qui recourt à l'analyse sémantique automatisée pour supprimer immédiatement tous les contenus jugés hostiles et pour générer à la place de manière automatique de faux profils qui vont être dotés pendant des mois d'une réelle empreinte numérique. L'intelligence artificielle peut déjà créer des photos de profil tout à fait réalistes. Le 31 mars 2023, la Russie a adopté sa nouvelle doctrine de politique étrangère qu'on appelle la guerre hybride. Elle désigne l'Occident, comme toujours, comme la menace existentielle dont Moscou doit à tout prix combattre la domination en s'appuyant désormais sur ses alliés asiatiques et africains pour, je cite, neutraliser les tentatives d'imposer des principes idéologiques pseudo-humanistes, c'est les termes de Poutine, et néolibéraux qui conduisent à la perte de la spiritualité traditionnelle, rien de moins, et des principes moraux. C'est en fait à une recomposition politique majeure que nous assistons. C'est la guerre de l'information, pour la première fois, qui a donné naissance à un nouvel axe géopolitique entre Moscou et Pékin, qui doit faire face dans les décennies à venir aux Occidentaux et à l'hégémonie américaine.